Je vivais avec ma mère et ma petite sœur dans une petite maison d'une ville tranquille. Et j'avais environ 9 ans à l'époque. La rue était plutôt sûre. Les enfants faisaient du vélo en été. Et rien ne laissait penser qu'il y avait quelque chose d'anormal. Pourtant, même à cet âge-là, je sentais que quelque chose n'allait pas dans cette maison. Ma mère répétait que c'était normal, que les vieilles maisons faisaient du bruit. Mais certains de ces bruits, je le savais déjà au fond de moi, ne ressemblaient pas à des craquements de bois ou à des conduits d'air. La première fois que j'ai vraiment compris que quelque chose clochait, c'était un soir où je n'arrivais pas à dormir. J'étais allongé, le drap remonté jusqu'au menton, les yeux fixés sur les petites étoiles phosphorescentes collées à mon plafond. Ma chambre était minuscule. Un lit, une commode, un coffre à jouets près de la fenêtre. J'observais les ombres projetées sur le mur par les branches dehors. Elles bougeaient doucement avec le vent, et je me répétais que c'était juste ça. Mais il y avait une ombre différente des autres. Elle ne bougeait pas. Elle restait figée, là, dans le coin, juste à côté de mon coffre à jouets. Au début, je me suis dit que c'était sûrement un tas de vêtements, ou l'un de mes gros nounours posés par terre. J'ai presque ri de moi-même, persuadé que j'étais juste un gamin qui s'inventait des frayeurs. Mais j'ai cligné des yeux, et l'ombre avait disparu. D'un coup, ce n'était pas parti comme une illusion, non, c'était juste plus là. À ce moment, un froid glacial m'a traversé de l'intérieur, pas dans l'air de la chambre, non, vraiment dans mon corps. J'ai tiré la couverture au-dessus de ma tête et j'ai fini par m'endormir. Le lendemain matin, je n'y pensais même plus, jusqu'à ce que je voie mon coffre à jouets. Il était ouvert, grand ouvert, comme si quelqu'un avait fouillé dedans. Je savais que je ne le laissais jamais comme ça, parce que ma mère se mettait en colère si mes jouets traînaient. J'ai refermé le coffre sans rien dire. Quelques semaines plus tard, c'est ma petite sœur, qui avait seulement 5 ans, qui a parlé. Elle a dit à ma mère qu'elle n'aimait pas l'homme dans le placard. Quand elle a sorti ça, j'ai senti tout mon corps se figer. Elle l'avait dit si naturellement, comme si c'était une évidence. Ma mère, elle, avait juste souri en disant que les petits-enfants inventaient des histoires. Mais moi, j'ai vu le visage de ma sœur. Et je savais qu'elle n'inventait rien. Elle a dit qu'il restait debout, dans le placard, la nuit, qu'il murmurait des choses qu'elle n'arrivait pas à comprendre. Cette nuit-là, ma mère avait bordé ma sœur et récité une prière avec elle. Mais elle n'avait pas ouvert le placard. Plus tard dans la nuit, je me suis réveillé d'un coup, parce que j'entendais quelque chose se traîner sur le sol de ma chambre. Un bruit long, comme si quelqu'un tirait ses ongles sur le bois. J'étais paralysé. Le son s'est arrêté juste à côté de mon lit. J'étais persuadé que si je me penchais par-dessus le bord, je verrais un visage m'attendre dans l'obscurité. Je suis resté figé, à serrer ma couverture contre moi, jusqu'à m'endormir à nouveau. Au matin, j'ai découvert des traces de griffures tout le long du sol, à l'endroit exact où le bruit s'était arrêté. Elles étaient fraîches, profondes, comme si quelqu'un avait entaillé le bois pendant la nuit. J'ai couru les montrer à ma mère, mais elle s'est mise en colère. Elle a dit que je devais avoir joué avec quelque chose de coupant ou déplacé un meuble. J'ai juré que non, mais elle ne m'a pas cru. Après ça, les nuits ont empiré. Des chuchotements, comme un poste de radio réglé trop bas, semblaient me venir de mon placard. Parfois, j'entendais ma sœur pleurer dans sa chambre. Et quand j'accourais, elle pointait du doigt un coin de la pièce en disant « Il est là, il est là ». Je ne le voyais jamais, mais je la croyais. Je sentais cette présence, ce regard, cette sensation glaciale qui hérisse les poils sur tes bras. La nuit la plus terrifiante est arrivée en plein hiver. Je me suis réveillé et j'ai vu ma porte entr'ouverte, alors que je la fermais toujours avant de dormir. Dans le couloir, la lumière était encore allumée. Ma mère la laissait pour nous la nuit. Mais, sous mes yeux, elle s'est éteinte. J'ai cru que l'ampoule avait grillé. Puis, des pas ont commencé à résonner dans le couloir. Ils se sont arrêtés, juste devant ma porte. J'ai voulu crier « Maman !» mais rien n'est sorti. La porte a grincé
Une silhouette immense, sombre, s'est penchée à l'intérieur, juste sa tête dépassant de l'embrasure. J'ai fermé les yeux, faisant semblant de dormir. Quand je les ai rouverts, la porte était fermée et j'étais seul. Le matin, j'ai demandé à ma mère si elle était entrée dans ma chambre. Elle m'a dit que non, qu'elle avait dormi toute la nuit. Ma sœur, elle, a affirmé avoir vu l'homme encore une fois, debout, près de son lit. Cette fois, on l'a dit à ma mère ensemble. Et pour la première fois, j'ai vu la peur sur son visage. Elle a allumé une bougie et récité une prière dans chaque pièce de la maison. Pendant un moment, tout s'est calmé. Mais ça n'a pas duré. Un après-midi, je suis rentré de l'école avant ma mère. J'étais assis sur le canapé à faire mes devoirs quand j'ai entendu un grand claquement dans ma chambre. Le coffre à jouets venait de se refermer violemment. Sauf qu'il n'y avait personne d'autre dans la maison. J'ai voulu croire que c'était le vent, mais en avançant dans le couloir, j'ai vu ma porte grande ouverte. Le coffre était bien fermé, mais tous mes jouets étaient éparpillés sur le sol, comme si quelqu'un les avait renversés. Mon cœur battait tellement fort que j'ai reculé et je suis sorti attendre dehors jusqu'à ce que ma mère rentre. Quand je lui ai raconté, elle ne m'a toujours pas cru. Elle a dit que c'était sûrement le chat qui avait tout renversé. Des années plus tard, après qu'on ait déménagé, je lui ai demandé si elle avait déjà ressenti quelque chose d'étrange dans cette maison. Elle a hésité, puis elle a fini par dire oui. Parfois, elle se réveillait et voyait une ombre debout dans l'embrasure de sa porte. Elle n'en avait jamais parlé parce qu'elle ne voulait pas nous effrayer. Mais elle a reconnu qu'elle pensait qu'il y avait vraiment quelque chose de mauvais dans cette maison. Elle croyait que c'était un homme, peut-être quelqu'un qui y avait vécu avant nous. Elle n'en a jamais dit beaucoup plus. Mais moi, je sais ce que j'ai vu. Je sais ce que ma sœur a vu. Même aujourd'hui, adulte, rien qu'en repensant à cette période, j'ai l'estomac qui se serre. Ce n'était pas mon imagination, c'était réel. Et ça voulait qu'on sache qu'il était là. Parfois, tard dans la nuit, quand je n'arrive pas à dormir, j'entends encore ce son des ongles qui se traînent lentement sur le plancher. J'avais 10 ans quand ma famille a déménagé dans une maison plus grande. Ma mère venait de se remarier et il nous fallait plus d'espace. La maison était jolie, plus récente que celle d'avant, dans un quartier calme avec beaucoup d'arbres. Je pensais que j'allais m'y plaire. Au début, tout semblait normal. Puis, de petites choses ont commencé à se produire. Des détails qui me faisaient sentir que cette maison n'était pas juste une maison. Ma chambre était au bout du couloir, avec 2 grandes fenêtres donnant sur l'arrière-cour et un placard bien plus profond que celui que j'avais avant. Je l'aimais bien, jusqu'à ma première nuit. Je me suis réveillé vers minuit parce que j'entendais quelque chose bouger dans le placard. Pas un gros bruit, juste un frottement, comme des vêtements qu'on déplace doucement. Je fixais la porte du placard en me répétant que c'était la maison qui travaille. Cliché ou pas, même enfant, on se dit que ces petits bruits viennent des murs ou des tuyaux. Mais cette nuit-là, j'ai vu la porte bouger. Pas s'ouvrir, non. Elle a frissonné, comme si quelqu'un appuyait très légèrement dessus de l'intérieur. J'ai eu envie de courir dans la chambre de ma mère, mais je suis resté figé. Je suis resté comme ça jusqu'à m'endormir, toujours en fixant le placard. Le lendemain matin, la porte était entr'ouverte, alors que je l'avais bien fermée. Quand j'ai demandé à ma mère si elle y était allée, elle m'a répondu que non. Elle a dit que c'était peut-être les bouches d'air qui l'avaient poussée. Mais je savais que ce n'était pas ça. Les nuits suivantes ont empiré. J'ai commencé à entendre un toc-toc contre la vitre. Au début, je pensais que c'était les branches d'un arbre. Mais il n'y avait aucun arbre assez près pour toucher la fenêtre. Le bruit continuait pendant de longues minutes. Et, chaque fois que je tirais la couverture sur ma tête, ça s'arrêtait. J'ai essayé d'ignorer, jusqu'à ce qu'un soir, je finisse par jeter un œil. C'est là que je l'ai vue. Une main pâle, plaquée contre la vitre. Elle était dehors.
Mais ma fenêtre est au 2e étage, bien trop haut pour que quelqu'un l'atteigne sans échelle. La main est restée là longtemps, immobile, juste appuyée contre la vitre. Puis, la main a glissé lentement le long de la vitre avant de disparaître. Cette nuit-là, je n'ai pas fermé l'œil une seule seconde. Le lendemain, quand j'ai raconté tout ça à ma mère, elle a éclaté de rire. Elle ne m'a pas cru une seconde. Quand elle a vu que je n'étais pas en train de plaisanter, elle a insisté en disant que j'étais sûrement encore à moitié endormi, que j'avais dû confondre un rêve avec la réalité. Mais au fond de moi, je savais que c'était n'importe quoi. Mon beau-père non plus ne m'a pas cru. Lui, il a même dit que j'inventais tout ça pour attirer l'attention. Mais j'ai remarqué qu'il laissait systématiquement la lumière du couloir allumée la nuit. Alors peut-être qu'il faisait semblant d'être sûr de lui, mais qu'au fond, il ne se sentait pas si rassuré que ça. Un mois plus tard, c'est mon petit frère de 4 ans qui a commencé à parler de la Dame Blanche. Il disait qu'elle venait dans sa chambre et qu'elle s'asseyait sur son lit. Ma mère, encore une fois, a mis ça sur le compte de son imagination. Mais une nuit, je l'ai entendu hurler. J'ai couru dans sa chambre et je l'ai trouvé recroquevillé sous sa couverture, tremblant et en larmes. Quand il s'est enfin calmé, il m'a dit que la Dame Blanche se tenait près de sa porte, qu'elle le fixait sans bouger, et que ses yeux étaient entièrement noirs. Je l'ai cru immédiatement, parce que, moi aussi, j'avais vu quelque chose, cette main sur ma fenêtre. À partir de là, j'ai commencé à dormir toutes les nuits avec la couverture sur la tête. Mais ça n'a pas empêché les cauchemars. J'ai commencé à rêver d'elle, moi aussi. Dans mes rêves, elle restait immobile, dans le coin de ma chambre, et murmurait mon prénom. Sa voix était sèche, râpeuse, comme des feuilles mortes qu'on frotte entre elles. Parfois, je me réveillais en sursaut, et je l'entendais encore, très faiblement, mais assez clairement pour savoir que ce n'était pas un rêve. Une nuit, j'ai ouvert les yeux, et je l'ai vue au pied de mon lit. Elle était immense, plus grande que n'importe qui que j'avais jamais vu. Sa tête frôlait presque le plafond. Elle portait une longue robe blanche qui ondulait, alors qu'il n'y avait pas le moindre souffle d'air dans la chambre. Ses cheveux étaient noirs, collés et emmêlés. Son visage d'une pâleur cadavérique, et ses yeux. C'étaient 2 trous noirs vides. J'ai voulu hurler, mais aucun son n'est sorti de ma bouche. Alors, j'ai fermé les yeux de toutes mes forces. Quand je les ai rouverts, elle n'était plus là. Mais mon placard, lui, était grand ouvert. Après ça, je n'ai plus jamais pu entrer dans mon placard. Rien que de regarder l'intérieur me donnait la nausée. Je suppliais ma mère de me laisser dormir dans sa chambre, mais elle répétait que je devais apprendre à être courageux. Au fond, je pense surtout qu'elle ne voulait pas admettre qu'elle avait peur elle aussi. La pire nuit est arrivée pendant un orage. La pluie tombait violemment. Le vent hurlait autour de la maison. Je me suis réveillé à cause d'un bruit de grincement. Mon regard s'est posé sur ma fenêtre. Elle était en train de s'ouvrir, lentement. Pourtant, je l'avais fermée et verrouillée avant de me coucher. Je pouvais voir le verrou tourner tout seul, puis glisser, comme si une main invisible le manipulait. La fenêtre s'est ouverte en grand, et c'est là que je l'ai vue. La Dame Blanche. Elle n'entrait pas comme une personne normale. Elle flottait. Ses pieds ne touchaient jamais le sol. Elle glissait vers mon lit et s'est penchée jusqu'à ce que son visage soit juste au-dessus du mien. J'ai senti son souffle glacé sur ma peau. Elle a murmuré mon prénom encore une fois. Cette fois-ci, j'ai hurlé aussi fort que j'ai pu. Ma mère et mon beau-père ont accouru. Quand ils ont allumé la lumière, la fenêtre était de nouveau fermée et verrouillée. Il n'y avait plus personne dans la chambre. Ils m'ont crié dessus parce que je les avais effrayés pour rien. Mais dans leurs yeux, j'ai vu qu'ils n'étaient pas tranquilles du tout. Le plus étrange dans tout ça, c'est que je ne me souviens pas clairement de ce qui s'est passé entre le moment où j'ai vu la Dame Blanche flotter vers moi et celui où j'ai crié. Comme si j'avais eu un trou noir, un blanc complet, avant de revenir à moi en train d'hurler. La fenêtre fermée, ça donnait l'impression d'un simple cauchemar.
C'est ce que mes parents ont fini par croire. Ma mère m'a emmené voir un psy pendant un temps, par précaution. On est resté dans cette maison 3 ans encore, et je ne m'y suis jamais habitué. Mon petit frère a arrêté de parler de la Dame Blanche, mais je suis convaincu que c'était parce qu'il était trop terrorisé pour continuer. Pas parce qu'elle avait cessé de venir. Parfois, je l'entendais pleurer la nuit et répéter « Va-t'en » d'une petite voix. Il ne voulait sans doute pas qu'on l'oblige à aller chez le psy lui aussi. Aujourd'hui encore, quand il y a des orages la nuit, j'ai du mal à me lever pour aller aux toilettes ou boire un verre d'eau. Mon regard glisse toujours vers les coins sombres de la pièce, pour vérifier qu'il n'y a rien de grand et d'immobile qui m'attend là. Quand j'avais 8 ans, je faisais du vélo tous les jours après l'école. Je vivais dans une rue tranquille, bordée de petites maisons et de grands arbres. Je connaissais chaque fissure du trottoir, chaque buisson, chaque odeur du quartier. Je savais même où le facteur s'arrêtait. Il y avait une maison que j'aimais bien, un peu plus bas dans la rue. Pour la voir, je devais rouler jusqu'au coin du bloc. Il y avait une longue allée et un jardin immense. Presque tous les après-midi, un vieil homme se tenait au bout de cette allée. Il portait toujours un chapeau et restait planté là, juste à l'endroit où l'allée rejoignait le trottoir, comme s'il guettait quelque chose au loin. Quand je passais devant, il me disait bonjour. Il ne mettait jamais un pied sur le trottoir. Il ne sortait jamais vraiment de son allée. Il restait là, à m'appeler et à me faire signe. Puis, il retournait regarder son jardin. Je lui répondais toujours d'un signe de la main. Ma mère m'avait interdit de traverser la rue tout seul, alors je ne l'avais jamais approché de près. Pourtant, il semblait savoir des choses sur moi que je ne lui avais jamais dites. Par exemple, que j'avais un petit frère, ou que mon père venait d'acheter une nouvelle voiture. Je ne lui avais jamais parlé de tout ça. Je me disais qu'il nous voyait peut-être depuis l'autre bout de la rue, comme un voisin banal qui surveille les passants. Un jour, j'ai eu un vélo flambant neuf, rouge, avec une sonnette brillante. Je descendais la rue lentement quand il a lancé. Beau vélo. Puis il a demandé si je voulais faire la course jusqu'au coin. J'ai dit non. Ma mère se fâcherait. Il a souri et a murmuré. Un jour. Après ça, on a commencé à parler de petites choses. Il m'a raconté un oiseau qui venait toujours se poser sur sa clôture, puis une règle étrange. Ne jamais poser le pied sur une pierre précise du jardin. Ensuite, une histoire de chien qui ramenait inlassablement une pantoufle perdue. Il parlait comme quelqu'un qui a tout le temps du monde pour observer les détails. Et pour vous observer aussi. J'ai pris l'habitude de le chercher du regard quand je passais à vélo. Certains après-midi, il était là. D'autres, il n'y avait personne. Puis, une semaine, il n'est plus jamais sorti. Je suis passé devant la maison, mais personne n'était là. Les rideaux de la fenêtre étaient tirés. J'ai ralenti. L'allée vide me paraissait étrange, presque vivante. J'ai voulu demander à ma mère si je pouvais traverser la rue. Elle a refusé. Elle a dit que la route n'était pas pour les enfants seuls. Quelques jours plus tard, j'ai vu une femme dans le jardin arrière. Je ne l'avais jamais vue là. Les cheveux attachés, un arrosoir à la main. Elle semblait arroser les fleurs. J'ai arrêté mon vélo plus loin pour qu'elle ne me voie pas trop près. J'ai eu envie d'appeler, comme je le faisais toujours, mais je ne l'ai pas fait. Quelque chose dans ce silence me tenait la gorge, comme si le jardin lui-même écoutait. Je ne savais pas si j'étais trop timide ou si j'avais peur de ce que ma mère dirait si je restais dehors trop longtemps. La femme ne semblait pas plus faire attention à moi que moi à elle. Quelques jours plus tard, je suis repassé devant la maison. La femme était sur le perron arrière. Elle tenait une tasse entre ses mains. Je me suis assis sur mon vélo et je l'ai regardée un moment. Puis, elle a ouvert une petite porte sur le côté et a contourné la maison. Je pédalais lentement jusqu'au coin et j'ai attendu, là où le trottoir tournait. J'ai jeté un œil au bout de la rue pour m'assurer que ma mère n'était pas dehors. Puis, j'ai décidé de traverser vite. J'ai appuyé sur les pédales et j'ai traversé comme si ma vie en dépendait.
De près, la maison paraissait plus grande. L'allée descendait vers la route, longue et silencieuse. Je sentais que je n'avais pas le droit d'être là. Je me suis arrêté au bout de l'allée, près du portillon arrière. La femme m'a entendu. Elle s'est retournée et a vu un petit garçon sur un vélo rouge, immobile devant la grille. Elle avait l'air surprise, mais pas en colère. Elle s'est approchée, a ouvert le portillon et m'a demandé ce que je faisais là. Je lui ai parlé de l'homme dans l'allée. Je lui ai dit qu'il me disait bonjour quand je passais à vélo, qu'il connaissait mon prénom, qu'il avait promis qu'un jour on ferait la course jusqu'au coin. Elle a essuyé ses mains sur sa robe comme si elle travaillait dans la terre. Puis, elle m'a dit que l'homme que je décrivais ressemblait à son mari. J'ai souri, pensant qu'elle allait me dire qu'il était en voyage ou qu'il était à l'intérieur et qu'elle allait le chercher. Mais elle n'a pas souri. Elle a dit qu'il était mort l'année précédente. Qu'il était mort dans son fauteuil. Qu'il s'appelait Alan. Un vide froid s'est ouvert dans ma poitrine. Je lui ai demandé si elle avait une photo. Je voulais le voir. Elle est rentrée dans la maison et en est ressortie avec un petit cadre. La photo montrait un homme avec le même chapeau et le même large sourire. Il ressemblait exactement à celui que j'avais toujours vu. Puis, elle a ajouté que la photo était récente, prise seulement quelques années auparavant. Elle m'a dit que son mari avait une cicatrice sur la joue depuis sa jeunesse. J'ai regardé la photo de près. L'homme du cadre avait une fine cicatrice pâle qui courait de l'oreille à la bouche. Je me suis souvenu de l'homme dans l'allée. Lui n'avait pas de cicatrice. Son visage était rond, lisse, ordinaire. Le chapeau correspondait, le sourire correspondait, mais pas la cicatrice. Je lui ai dit qu'une fois, j'avais cru voir une marque sur la joue de l'homme, mais que je pensais qu'il s'était frotté le visage. Elle m'a répété que cette cicatrice était là depuis longtemps, mais qu'il la cachait parfois sous sa barbe. Elle a insisté. Son mari était mort et personne d'autre n'habitait la maison. Elle m'a expliqué qu'elle était revenue l'été dernier pour s'occuper du jardin et qu'elle n'avait jamais vu ni entendu qui que ce soit dans l'allée. J'ai commencé à avoir peur à ce moment-là. Je l'ai remerciée et j'ai reculé le long de l'allée. Je n'ai pas regardé une seule fois vers le jardin. Je suis rentré lentement et j'ai rangé mon vélo dans le garage. Le trajet du retour ressemblait à ces moments où l'on évite de justesse un accident de voiture. On finit la route en silence, radio éteinte. Ma mère ne m'a rien demandé. Elle m'a juste dit de faire attention. Cette nuit-là, je n'ai pas dormi. Je pensais à l'homme au chapeau, à son rire, à la façon dont il prononçait mon prénom. Et je pensais à la cicatrice sur la photo. Le lendemain, je suis repassé devant la maison. Les rideaux étaient ouverts. Le soleil éclairait le perron et l'allée. Mais personne ne se tenait là. J'ai fait un signe de la main depuis le coin, mais personne n'a répondu. Alors j'ai pédalé plus loin. Pendant un moment, plus rien ne s'est passé. J'ai essayé d'oublier. J'ai tracé de nouveaux trajets avec mon vélo. J'ai parlé à d'autres enfants dans d'autres rues. Les semaines ont passé. Puis, une nuit, je me suis réveillé. J'ai entendu mon prénom. Ça venait de dehors, près de ma fenêtre. La voix m'était familière. Elle disait mon prénom, comme l'homme de l'autre côté de la rue le disait. Je me suis redressé brusquement et ma tête a commencé à tourner. Par-dessus le léger bruit de la pluie dehors, je savais que j'entendais mon prénom répété encore et encore. J'ai crié pour appeler ma mère, puis j'ai jeté les couvertures sur moi pour me cacher. Elle est entrée en toute hâte et s'est assise au bord du lit. Je lui ai raconté la voix dehors, près de ma fenêtre. Elle m'a caressé le dos et m'a dit que ce n'était que le vent. Pour me rassurer, elle est allée à la fenêtre et a relevé les stores. Elle m'a montré qu'il n'y avait personne dehors. Je suis allé vérifier moi-même. La pluie tombait légèrement. Mais à part ça, ma mère avait raison. Mon père s'est levé pour vérifier les serrures des fenêtres et des portes. Il a regardé dehors avec une lampe torche, ce qui m'a un peu rassuré. Ils ont dit qu'il n'y avait personne dehors. Quand j'ai insisté que j'avais entendu une voix,
Ils ont dit, comme tout parent le ferait à un enfant effrayé, que je l'avais sûrement rêvé. Le lendemain matin, ma gorge me faisait mal à force de crier la veille. À l'école, j'en ai parlé à mes amis. Ils ont ri de moi, moquant le fait que je croyais aux fantômes. Un ami m'a même lancé un défi. Aller dans l'allée de cette maison, la nuit, et appeler le nom de l'homme. Je n'ai pas accepté. Les jours ont passé, rien ne s'est produit, et j'ai fini par oublier. Les années ont passé, et la rue a changé. Des maisons ont été vendues, et celle de la femme est restée vide un moment. Une fois, j'ai vu des déménageurs sortir des cartons. Plus tard, de nouvelles personnes ont repeint la façade. La longue allée était toujours là, mais avec de nouvelles voitures